Joseph Chen. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette compétition-là? Magie, il a lutté et il a passé la garde des gens. Salut à tous, dans cette vidéo, on va revenir sur les sélections ADCC qui ont eu lieu donc ce week-end. Sélection ADCC pour l'ADCC qui va avoir lieu en 2024. Je veux revenir sur des points essentiels pour devenir champion, pour ceux qui veulent performer sur cette compétition-là, ou ceux qui veulent tout simplement comprendre l'ADCC, quelle est la différence avec les autres événements. Et donc j'ai retenu plusieurs points. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous aider à comprendre l'ADCC et qu'est-ce qu'il faut pour performer sur cette compétition-là. Donc avant de commencer ça, je voudrais vous faire juste un petit rappel de ce qu'est l'ADCC. L'ADCC, c'est une compétition organisée, on va dire, par une fédération privée, donc qui ont de gros moyens, et qui est organisée tous les 2 ans. Donc l'ADCC mondial a lieu tous les 2 ans. J'ai participé moi en 2007 jusqu'en 2017. Après il y a eu 2019, mais après avec le Covid ça a sauté. Ça a été 3 ans plus tard. Donc ça a été 2022 et donc là ce sera 2024 la prochaine édition. Il y a comment y participer? Il y a 16 combattants par catégorie chez les hommes et 8 chez les filles. Pour y participer, il faut soit gagner les sélections qui sont sur chaque continent, presque sur chaque continent. Par exemple Europe, ça regroupe l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, mais vous avez aussi la Russie. Enfin voilà, ça regroupe quand même beaucoup de pays. On a aussi donc l'Océanie, donc Asie, Océanie, et on a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, où ça se passe tout le temps au Brésil, parce que c'est tout le temps les Brésiliens qui remportent ces sélections-là. Donc ça, c'est les moyens pour pouvoir se qualifier. Il y a 2 sélections par continent. Et après, donc, il reste de la place. On a les invités. Donc, on a déjà les anciens champions. Souvent, c'est les 2 finalistes qui sont repris. Et voire des fois, même les 3 premiers. Et puis après, c'est des gens qui sont invités, donc qui ont performé sur d'autres événements, qui ont performé, je sais pas, au Who's Number One, ou alors qui ont été champions du monde de jiu-jitsu brésilien en kimono ou en nogi ou en nogi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on remplit les catégories à la DCC. Les règles sont un peu spécifiques. C'est des règles où il n'y a pas de points pendant la première moitié du temps. D'accord. Donc par exemple là aux sélections ADCC c'était 6 minutes. Donc pendant les 3 premières minutes il n'y a pas du tout de points. Donc il peut se passer plein de choses. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de points. Et après, au-delà des 3 minutes, les 3 minutes suivantes, il y a des points. Donc si vous stabilisez une position ou quoi que ce soit, vous avez des points. Si vous soumettez, bien évidemment, c'est terminé. Et si jamais il y a 0-0 à la fin du temps, on part sur des prolongations. Et donc les prolongations, c'est 3 minutes supplémentaires. C'est pas le golden score, donc c'est pas celui qui marque en premier qui gagne, mais c'est celui qui a à la fin marqué le plus de points. Ou si vous avez soumis, c'est terminé. Et s'il y a toujours 0-0, c'est la décision des juges. Un truc aussi qui est important à savoir, c'est que l'arbitre central, c'est pas lui qui donne les points. Lui, il est juste là pour faire en sorte que le combat il se déroule bien. Mais il n'est pas là pour donner les points, c'est tout le temps les arbitres de table. Donc c'est quand même assez rare qu'il y ait des erreurs, même s'il y en a de temps en temps. Mais je trouve que c'est un système qui est plutôt pas mal parce que voilà, ils sont 3 à la table. C'est quand même difficile de faire des erreurs. Donc ça, c'est par rapport à l'ADCC. En général, en Europe, ça se déroule essentiellement. Donc à l'époque où moi je faisais beaucoup les sélections, c'était essentiellement dans les pays nordiques, donc Finlande, Suède. Aujourd'hui, c'est beaucoup en Pologne, parce que je pense que c'est plus facile d'accès pour tout le monde. Je pense aussi qu'ils ont un gymnase très certainement, peut-être gratuitement ou autre. Enfin, en tout cas, ils ont un grand gymnase. C'est dans un endroit qui n'est pas très cher, accessible à tout le monde. Mais forcément, ça favorise bien évidemment les Polonais, même s'ils n'ont pas eu besoin de ça pour arriver à un bon niveau. Ils sont quand même favorisés parce que c'est chez eux, c'est au bout de leur rue ou c'est à 1 heure de voiture. Donc forcément, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de Polonais sur place. Et du coup, plus de Polonais dit plus de chances qu'ils se qualifient. Même si là, je ne crois pas qu'il y en ait eu qui se soient qualifiés. Déjà, la première chose, moi, qui m'a choqué, c'est pas forcément le mot, mais que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est très très dur de rester champion des sélections ADCC, ou en tout cas c'est très dur de pouvoir rester. Donc ça, alors j'ai été choqué, pas vraiment le mot, mais voilà, j'ai remarqué ce point-là.
Et d'un côté, ça m'a fait quand même plaisir parce que c'est quand même une compétition que j'ai réussi à gagner 4 fois et j'ai été invité 2 fois. Donc ça veut dire quand même malgré tout qu'il y a quelque chose, peut-être que j'avais quelque chose de spécial au final. Donc voilà, dur de rester champion. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a aucun, sauf dans les poids lourds, donc en plus de 100 kilos. Je crois que tous les autres, c'était des gens qui se sont jamais qualifiés pour qui sont jamais allés à la DCC par les sélections et donc qui n'avaient jamais gagné les sélections. Et je crois même, en 77 il y avait Oliver Taza, mais je crois même que la plupart des finalistes n'avaient jamais fait de finale et n'avaient jamais gagné du coup de sélection. Donc ça montre qu'il y a un vrai renouveau. Et on va en parler un peu plus tard dans la vidéo de pourquoi, enfin l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile de rester champion. On va en parler un petit peu plus tard. Avant de continuer, n'oubliez pas sur BJJ Fanatics France, qui est une plateforme de formation en ligne, de vidéos en ligne, des vidéos qui durent au minimum 1h30 jusqu'à 4h, 8h, 9h. Vous pouvez apprendre avec les meilleurs combattants et professeurs français et mondiaux. On a du Craig Jones, Dan Hauer, Gordon Ryan, Marcelo Garcia. On a aussi du Olivier Michalesco, Mathias Jardin, Samuel Monin, Daniel Voirin, Nicolas Renier. Voilà, on a beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, l'une de mes dernières vidéos, elle s'appelle Mon système imparable pour gagner, pour participer 6 fois à la DCC. Donc c'est une vidéo de plus de 4 heures où je vous explique tout mon jeu. Mais aussi ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, je pense, c'est que je l'ai actualisé. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, ça c'est quelque chose que je faisais, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui ne marche plus aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à mon sens, pour continuer dans ce sens-là et pour que ça marche. Donc voilà, j'essaie d'adapter vraiment ce que j'ai fait à l'époque et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour gagner. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, vous avez les liens dans la description. Et puis il me semble qu'elle est bientôt en promotion sur BJJ Fanatics France, donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Un autre truc aussi, alors que ça que j'avais déjà remarqué, d'ailleurs j'en avais discuté la dernière fois que j'y suis allé avec Anthony d'Oliveira, c'est que sans savoir défendre les attaques de pied, donc attaque de pied, c'est-à-dire clé de cheville, kimura de pied, clé de talon, et même on peut mettre dedans les clés de genoux, sans savoir lutter, donc sans savoir défendre les attaques en lutte et sans savoir au minimum ramener au sol, enfin au minimum plutôt savoir défendre, les amener au sol, et au mieux savoir ramener le combat au sol. Et si on n'est pas capable de mettre un rythme élevé, si on n'est pas capable de tenir un rythme élevé, ça ne veut pas dire forcément avoir un cardio illimité, quoique, mais je ne veux pas que vous le perceviez comme ça, je veux que vous le perceviez sous forme de avoir la force, comme ils disent au Brésil, c'est être capable d'échanger la force pendant tout le combat avec son adversaire. Il faut être capable de ça et de pouvoir faire ça pendant 6 minutes, peut-être 9 minutes si on va aux prolongations. Donc il faut être capable de faire ça. Et en fait, donc si on ne sait pas défendre les pieds, si on n'a pas de lutte et si on n'est pas capable de mettre un rythme élevé, eh bien il n'y aura pas de victoire possible. Il n'y a pas de champion qui n'a pas de lutte, qui ne sait pas défendre les chevilles et qui n'est pas capable de mettre un rythme élevé pour sa catégorie de poids. D'accord ? On n'aura pas le même rythme forcément pour un moins de 66 que pour un plus de 100 kg. D'accord ? Le rythme, il n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, franchement, un petit aparté, c'est la différence de technicité entre les catégories 66-77 et le reste, ça a quand même rien à voir, quoi. En tout cas au niveau européen. Au niveau européen, moins de 88, moins de 99, plus de 99, franchement, techniquement, s'ils avaient cette technique-là en 66-77, bah, ils passent pas 2 tours, quoi. Ils passeraient pas 2 tours. Franchement, le niveau technique, il est vraiment très très bas. Mais après, c'est normal, c'est comme ça, c'est comme dans tous les sports. Plus on monte de KT, plus la technique est moins élevée, mais plus le niveau de force augmente, etc. Enfin voilà, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Troisième point que j'ai retenu, alors tous ces points-là, bon, c'est des choses que j'avais déjà remarqué les autres années, mais c'est quelque chose qui vient encore plus s'accentuer cette année. Du coup, ce n'est pas le plus fort physiquement ou le plus souple qui gagne, mais c'est celui qui génère le plus de mouvements et qui est capable de bloquer ceux de son adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on remarque que les champions, c'est pas ceux qui physiquement en tout cas sont les plus impressionnants, qui sont les plus bodybuildés, on va dire, mais par contre, c'est ceux qui sont capables de générer le plus de mouvements dans le combat, qui sont capables de créer du mouvement et qui attaquent et qui attaquent et qui attaquent,
qui essaie de passer à droite, qui essaie de passer à gauche, qui essaie de passer au milieu, qui essaie de passer debout, au sol, qui essaie de renverser, qui essaie de prendre le dos, qui essaie d'attaquer les chevilles, qui est capable vraiment d'aller dans toutes les directions. C'est celui qui est capable de faire ça, et bien évidemment donc le plus longtemps possible. Et c'est pas forcément celui qui est le plus fort physiquement, d'accord? Ou alors à l'opposé, celui qui est le plus souple. Voilà, c'est une combinaison des deux. C'est celui qui est capable d'échanger le plus de force pendant le combat, le plus longtemps possible, tout en se laissant la possibilité d'utiliser sa souplesse. Ok, et je trouve que c'est un point quand même intéressant parce que voilà, le travail de la force, le travail de la souplesse est très important, mais celui qui est capable de générer du mouvement, qui a de la technique, mais qui est capable d'appliquer sa technique, est quand même celui qui dirige le combat. Et aussi, il doit savoir bloquer. Donc pour bloquer, il faut de la force en isométrie. Donc bien évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il faut aller dans cette direction-là, d'avoir des connaissances techniques et d'être capable de les mettre en place à ce niveau-là. Pour ça, c'est pas que du physique, pas que de l'apprentissage technique, il y a aussi de la préparation mentale qui est très très importante. Et on le voit tout de suite, enfin je pense, en tout cas j'analyse ça de cette façon-là, ceux qui font beaucoup de visualisation, ceux qui sont capables de le faire, voilà, de s'exprimer à ce niveau-là, y a une raison et je pense que c'est celle-là, c'est aussi ce travail. Donc c'est tout ce travail d'apprentissage technique, de compréhension du sport, d'analyse de l'adversaire, on va le voir juste après, et ce travail physique, d'endurance, d'être capable de mettre de la force le plus longtemps possible, le plus possible et le plus longtemps possible, mais aussi le fait de pouvoir se préparer mentalement pour être capable de faire tout ça. Un quatrième point qui là est un peu, c'est normal, ça devait arriver, mais qui est un peu triste pour nous Européens, c'est en gros, si on fait partie d'une grosse équipe mondiale, on a forcément beaucoup plus de chances d'aller plus loin. On a remarqué forcément beaucoup plus de gens de la B-Team et de la New Wave qui étaient présents sur ces sélections ADCC. Et forcément, ils avaient beaucoup plus de chances d'aller loin. Enfin, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de chances d'aller loin que des équipes européennes. En comparaison, voilà, le nombre de participants de leur team et le nombre d'Européens, enfin de gens qui s'entraînent en Europe. Parce qu'un truc important que je n'ai pas dit en début de vidéo, c'est pour pouvoir participer aux sélections européennes, il faut avoir un passeport européen. D'accord ? On ne peut pas participer, enfin européen ou du Moyen-Orient ou africain. Il faut avoir un passeport comme ça pour pouvoir y participer. C'est d'où l'intérêt de la DCC et qui, pour moi, a toujours été aussi un objectif pour moi personnel parce que c'était le seul événement qui donnait vraiment sa chance aux Européens par rapport au reste du monde. Parce que, oui, les Européens, on n'est pas encore dans le top niveau mondial. On est derrière les Brésiliens, on est derrière les Américains, on est passé derrière les Australiens, peut-être les Asiatiques où on est peut-être pareil, mais du coup ça nous laisse la chance d'aller nous exprimer sur des gros événements et donc voilà, c'est intéressant et donc pour revenir au sujet, c'est forcément si vous faites partie d'une grosse équipe, là on a remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de chances de pouvoir participer, aller loin dans la compétition. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné, mais ça veut dire qu'ils ont pu aller plus loin. On remarquera forcément Joseph Chen, Oliver Taza, il y a dans les poids lourds, là, j'oublie à chaque fois son nom, la Giant Jiu-Jitsu, j'ai oublié son nom, Dan quelque chose. On a aussi Luke Griffith en moins de 100 qui a gagné, qui est de la New Wave. Bref, voilà, vous avez plus de chances d'aller loin si vous faites partie de ces grosses équipes. La raison, elle est simple, c'est que dans ces grosses équipes, c'est des gens qui se dédient à ça. Et aussi, j'en parlais hier avec quelqu'un par message sur Instagram, je disais que Joseph Chen, c'est quelqu'un qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis plus de 10 ans et qui s'entraîne à haut niveau depuis 5-6 ans. Donc c'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'il n'y a pas de formule magique en fait, c'est pas parce que il va à la B-Team que ça y est, ça le transforme. Non. Par contre, d'aller s'entraîner dans une grosse équipe comme ça lui fait prendre conscience de sa valeur en fait. Parce qu'il est au milieu de gens qui font des résultats, il est au milieu de gens qui ont le même mindset que lui ou que lui il a besoin pour aller chercher du haut niveau. Voilà, c'est
Un groupe, c'est une ambiance générale qui fait que ça nous pousse vers le haut. Si on n'est que entouré de gens qui font que du loisir, qui sont là, ouais non, moi la compète c'est pas pour moi, ah moi je m'en fous, bah en fait vous êtes sur le tatami à être le seul à vous entraîner pour un objectif de gagner, de faire de la compète. Et donc c'est différent, ça n'a rien à voir. Et quand vous êtes dans une ambiance de que compétition, bah ça n'a rien à voir. Tout le monde vous rentre dedans parce que chacun veut gagner à l'entraînement, même si on est tous là pour progresser, s'entraîner ensemble, etc. Voilà, chacun va avoir un jeu actualisé, etc. Enfin, voilà, ça forcément, ça pousse vers le haut et ça nous donne beaucoup plus de chances de performer à haut niveau. Mais encore une fois, tous ceux qui pensent que « Ah, mais moi, dans mon club, c'est pas bon, il faudrait que j'aille là-bas », non. En fait, c'est construire un groupe autour de vous qui fait que tout le monde a envie d'aller faire de la compétition, avoir un travail sérieux, et puis pourquoi pas de temps en temps aller faire des stages comme ça, dans des clubs comme ça, connus, qui vous montreront peut-être que bah, vous êtes à niveau ou vous n'êtes pas à niveau. Et si vous êtes à niveau, bah, ça vous laissera penser qu'en compétition, vous pouvez aller atteindre la première place si bah, à l'entraînement, vous arrivez à finaliser Craig Jones ou j'en sais rien. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui font partie d'une grosse équipe ont plus de chances d'aller loin, mais ça n'assure pas forcément le fait d'être champion. Et le dernier point que j'ai retenu, un truc important, un truc que j'ai encore plus remarqué là, mais qu'on avait déjà remarqué, c'est que faire 2 fois de suite le même jeu ne passe pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire évoluer votre jeu d'une sélection à une autre, eh bien ça ne passera pas. Pourquoi ? Bah, c'est tout simple. À partir du moment où les projecteurs ils sont sur vous, vous êtes premier, deuxième, troisième, vous avez fait une belle performance, et bien derrière, tout le monde va vous regarder, tout le monde va vous analyser. Et si vous êtes capable de faire qu'un seul jeu, eh bien ça ne passera pas. Un exemple concret, Mateusz Czuczynski, enfin un nom polonais, en moins de 77 kg, qui gagne l'essentiel de ses combats à partir de en attaquant la clé de cheville droite. Donc après, bon, il a tout un jeu autour de ça. Mais en gros, son jeu, il dépend de son attaque. D'accord ? Donc il peut avoir son attaque clé de cheville, et à partir de là, l'adversaire défend, et là, il a plein d'options possibles. Sauf que si l'adversaire défend déjà dès le début son entrée en clé de cheville, eh bien, il n'a rien d'autre en fait. Il n'a pas d'autres possibilités, il ne sait pas aller chercher d'autres choses. Il fait que son entrée, et à partir de là, si ça commence à fonctionner et que l'adversaire défend, eh bien il va partir sur autre chose. Mais il construit rien d'autre. Il n'a pas de lutte. Bon, il sait aller prendre le dos, mais à partir du moment où il a attaqué la cheville, il ne sait pas en fait comment aller chercher toutes ces positions sans avoir fait sa première action qui est d'aller attaquer la cheville. Et ça, bah, forcément, Joseph Chen, il est arrivé. Il a analysé son jeu, il a tout bloqué, tout comme les autres fois, les autres sélections. On avait, j'ai oublié son blague. Bon, déjà on avait Oliver Taza qui l'avait battu la dernière fois. Pareil, bah, il a bloqué ses entrées. Il a essayé de passer à droite, à gauche, machin. Il est resté actif pendant tout le combat. Bah, c'est lui qui a gagné le combat. On a Langaker qui avait pris son dos aussi. Mais pourquoi ? Parce qu'avant il avait bloqué toutes ses attaques de clé de cheville. Donc voilà, faire que un seul jeu, il peut être le plus fort du monde. Vous pouvez arriver à l'entraînement à le mettre à tout le monde, mais en compétition, c'est pas la même chose. Et si vous n'arrivez pas à faire autre chose que ce jeu-là, bah ça ne passera pas. Ça ne passera pas, donc c'est pour ça qu'il faut être le plus complet possible, tout en ayant des spécialités. Okay ? Et de l'autre côté, par contre, si vous êtes capable de vous renouveler à chaque compétition, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Un exemple, Joseph Chen, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les autres fois, on pensait, ou on a vu qu'en tout cas, sa partie la plus forte, c'était d'être sur le dos. Avoir une garde difficile à passer, ses entrées en leg lock, en clé de cheville, etc. Je pense que tout le monde s'attendait à ça de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette compétition-là ? Magie, il a lutté et il a passé la garde des gens. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé. D'ailleurs, on ne l'a même pas vu à l'AIGA. À l'AIGA, on l'a vu essentiellement s'asseoir. Et là, à la DCC, il ne s'est pas assis, il a lutté, il a même ramené Oliver Taza au sol, et je pense que ça l'a vraiment surpris, Oliver Taza. Je pense qu'Oliver Taza, je pense qu'il ne pensait pas que l'autre allait vouloir lutter ou aussi bien lutter avec lui.
et aller travailler pour passer la garde. Tout comme Langaker qui s'est assis en se disant bon, il va pas passer ma garde parce que son truc c'est d'être en dessous. Du coup, je vais être en dessous, je vais les bloquer pour ces passages et quand il y a les points, je vais le renverser. Je pense que c'était ça sa stratégie. C'est une stratégie classique en jiu-jitsu brésilien et Langaker est plutôt orienté jiu-jitsu brésilien plutôt que sans kimono, no-gi, lutte à livrer. Et du coup, il s'est assis en se disant très certainement que bah voilà, l'autre il va pas passer sa garde parce que c'est pas sa spécialité. Je vais le renverser au bout d'un moment, je vais le bloquer et ce sera terminé. Et en fait, l'autre, il a travaillé avec Langaker ses passages de garde de façon confiante, à droite, à gauche, à l'intérieur, beaucoup de pression, beaucoup de rythme. Et jusqu'à ce que l'autre craque, jusqu'à ce qu'il fasse même un passage, franchement c'est niveau super débutant quoi. Mais il l'a tellement bien fait que Langaker a été surpris quoi. Il s'est fait bouffer mentalement et après il a un peu craqué quoi. Et franchement c'est pas souvent qu'on le voit craquer Langaker donc voilà. Et pareil pour même dans les petites catégories là, Ashley Williams ou Sam McNally. Je trouve pareil qu'il n'y a pas de renouveau en fait, on les connaît déjà, on voit déjà ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur, hein, ça. Faut comprendre que notre objectif, c'est d'arriver haut. Et en fait, en fonction des gens, vous allez mettre votre palier plus ou moins haut. Voilà, moi, j'arrive dans un club, je vois mon objectif, c'est de ne plus me faire soumettre. Ok, je me fais plus soumettre. Et si là, j'arrive pas à me renouveler mes objectifs, d'accord, et à ne pas me satisfaire de ça, je vais rester là-dessus. Bon, je veux plus me faire soumettre. Moi, je veux pas soumettre, je veux pas forcément gagner au point. Je vais pas forcément gagner mes sparring, pareil qu'en compétition. Mais je vais pas me faire soumettre et du coup, je serai satisfait. Maintenant, l'autre chose, ça va être ne pas me faire soumettre, mais commencer à soumettre les gens. Donc là, je vais commencer à soumettre les gens. Troisième, ça va être combien de fois je vais les soumettre par entraînement. En combien de temps je vais les soumettre en compétition. Et ainsi de suite, en fait. Et en fait, à quel point vous allez pouvoir vous mettre des objectifs hauts dans votre pratique. Et en fait, ça va se retrouver, donc du coup, dans l'évolution, dans l'apprentissage du sport et des gens. Mais après, je me suis aussi retrouvé dans cette situation-là. C'était, ce jeu-là, il marche. Voilà, je vais le développer, je vais avancer un peu plus là-dessus, je vais rester là-dessus. Sauf qu'un jour ou l'autre, les gens, ils vous étudient, puis ils voient bien que, Renier, il est pas très bon là-dessus. Je vais aller le travailler là-dessus, et puis je vais le surprendre là-dessus. Boum, ça a marché. Et puis, moi, je vais être, il faut que je travaille mes points forts, alors qu'en fait, il faut vraiment être le plus complet possible. C'est très, très important. Et puis, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs de plus en plus loin pour continuer de progresser, continuer d'avancer, ne pas se satisfaire de juste « plus personne me passe la garde ». Ouais, plus personne te passe la garde, c'est une bonne chose, mais si toi, tu renverses, tu prends le dos, tu soumets, c'est quand même mieux. Donc voilà, il faut chercher à se mettre des objectifs hauts, mais y aller par étapes, bien évidemment, pour pas se frustrer et puis avoir cette envie d'abandonner parce qu'on se sent nul ou parce qu'on n'arrive pas à avancer. Voilà. Écoutez, j'ai terminé avec la vidéo, avec mes points. S'il y a d'autres choses qui vous ont surpris aussi sur la DCC, n'hésitez pas à mettre ça dans la description. Si ce genre de sujet, ça vous plaît, si vous voulez que j'aborde un peu plus des événements comme ça, n'hésitez pas. Là, j'ai eu la chance de pouvoir suivre l'événement toute la journée, surtout à partir des quarts de finale, parce que tout est retransmis, pour ceux qui ne savent pas, sur Flow Grappling. Mais pour la DCC, c'est pas forcément évident à suivre, parce qu'en fait, alors l'IBJJF, la grosse fédération du jiu-jitsu brésilien, c'est plus facile à suivre parce qu'en fait la même catégorie reste sur le même tatami. Donc si vous voulez regarder une catégorie ou vous voulez regarder un combattant en particulier, c'est facile, vous avez juste à rester planté sur ce tatami là. Sauf que du portable, moi je regarde de mon portable, sur la DCC, c'est pas comme ça en fait. La DCC, c'est chaque combat a un numéro et en fait ils font tous les premiers tours de toutes les catégories, tous les deuxièmes tours de toutes les catégories, tous les troisièmes tours. Et donc c'est pas facile de savoir un tel il va combattre là maintenant, maintenant il va combattre sur l'autre tatami, il va combattre dans. C'est pas évident à suivre, mais voilà, j'ai pu être un peu plus posé et donc pouvoir vous faire un petit peu ce retour, même si c'est des analyses que j'avais déjà faites sur les dernières sélections. Il y a quand même 2-3 points qui sont un peu nouveaux et je pense qu'il valait la peine de les relever ici. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, venez chez nous pour faire un entraînement, que ce soit en lutte à livrer, JJB, boxe anglaise, boxe thaï, MMA, kickboxing, etc.
Et sinon, n'hésitez pas à aller checker bggfanatics.fr où vous avez tout le contenu qui est en français. Et si vous êtes intéressé pour faire des stages avec moi, que ce soit au Brésil ou n'importe où dans le monde, pareil, le lien est dans la description, donc allez checker ça. Allez, merci à tous, portez-vous bien et on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça.